Je peux vous poser une question? J'ai 1 million de questions à te poser. À mon tour, j'ai une question. Mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Alors, je pose la question, monsieur le président, je pose la question, messieurs les jurés, je pose la question à tout le monde. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Je sais que tu n'aimes pas les questions, l'Indien. Question à tout, André Berkoff. Ça te fatigue pas toujours de poser des questions tout le temps? Oui, mais quand j'ai avec moi, faut le savoir, quand j'ai avec moi un professeur de droit constitutionnel, qui est en même temps écrivain, un très bon écrivain, qui est conseiller de la Fondation pour l'innovation politique, conseiller de la Fondation du Pont-Neuf, ça m'intéresse, j'ai des questions à lui poser là-dessus, entre autres, et puis qui a écrit bien des livres, Le gouvernement des juges, histoire d'un mythe politique, avec Christophe Boutin, le référendum, on l'avait d'ailleurs reçu pour ça, ou comment redonner le pouvoir au peuple. Le référendum, vous savez, ça il y a 20 ans, hein. Vous avez entendu parler de référendum? Oui, de temps en temps, on entend un petit... Ah oui, il serait bon de faire un référendum là-dessus. Oui, depuis 2005, attention, hein. Et puis votre dernier ouvrage, votre plus récent ouvrage, Frédéric Rouvillois, Politesse et politique. C'est vrai que la politesse en politique, ce n'est pas peut-être la chose la plus connue. Bonjour Frédéric Rouvillois. Bonjour André. Alors Frédéric Rouvillois, je voudrais beaucoup de choses à vous poser par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, mais surtout... c'est intéressant parce que vous êtes constitutionnaliste que vous êtes. Est-ce qu'aujourd'hui, cette assemblée, ce pouvoir, ce conseil constitutionnel, cette justice, je crois que Montesquieu doit faire 400 tours dans son cercueil. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui, Frédéric Rouvillois? Alors, effectivement, c'est une question très importante et très évidente pour nous tous. La question, c'est est-ce qu'on vit une crise de régime, hein? Je crois que un terme qui est souvent utilisé. Auquel cas, et au fond, tout ce que vous avez dit à l'instant et tout ce que également ce que vous disiez avec Monsieur Battini, etc. Qui est tout à fait passionnant, nous laisse entendre que on est dans une espèce d'impasse, on ne voit pas du tout comment on peut en sortir, et donc on attribue ça finalement au régime en se disant, voilà, c'est en sortant de ce régime que l'on va pouvoir peut-être espérer sortir de cette crise qui lui semble fondamentalement liée. Et vous pensez que c'est le cas? Moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Oui. Je ne pense pas que ce soit le cas, Oui. même si le régime a de très graves défauts, évidemment. Je pense que c'est plus un problème si vous voulez, une erreur de casting à la base ou un certain nombre de défaillances qui font que on est arrivé à cette situation. Je veux dire, le principal problème, en définitive, à l'heure actuelle, Oui. c'est cette impossibilité de trouver une majorité à l'Assemblée. Et donc, ce sentiment que tout part à volo, que on n'arrive pas à trouver à nommer un gouvernement stable, à trouver un Premier ministre pertinent, on n'arrive pas à mettre en place, à adopter une loi de finances, et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer si on n'arrive pas effectivement au 31 décembre avec une loi de finances en bonne et due forme? Est-ce qu'on va se retrouver dans la même situation que les Américains qui ne peuvent pas plus payer leurs fonctionnaires? Ils sont en shutdown, comme ils disent. Shutdown. Oui. Bref, tous ces éléments sont extrêmement anxiogènes et je trouve que c'était le ton très très exact de votre émission d'aujourd'hui. Et voilà, on se dit voilà, au fond c'est en changeant de régime qu'on va pouvoir trouver la solution. Le problème c'est que à l'arrière-plan de cette idée, le changement de régime dont on nous parle, c'est quelque chose qui serait objectivement encore bien pire que ce qui se passe aujourd'hui, que le système actuel. C'est-à-dire ce serait une espèce de retour plus ou moins non dit à la quatrième République, dans laquelle, au fond, les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, c'est des problèmes quotidiens et insurmontables. Alors, juste un mot. La quatrième République, si vous voulez, c'est entre 46 et 58, c'est 12 années où on ne sait pas quoi faire et on se retrouve en face
pendant 12 ans, on a les problèmes que nous connaissons finalement depuis la dissolution malencontreuse de Macron. Donc voilà, je crois qu'il faut essayer de raison un peu garder et il faut se dire que la Ve République a plein de défauts, mais Alors, malgré tout, mhm, elle a des qualités que n'avaient pas les républiques précédentes certes. et que la politique de Gribouille, ce serait de se dire, bon, voilà, on va tout jeter et on va essayer de revenir au système qu'il y avait juste avant, c'est-à-dire la Quatrième République, dans laquelle le régime des partis, dans lequel l'instabilité, dans lequel Mais, l'impossibilité de mais trouver une Frédéric Rouvillois, on peut politique. aussi dire, comme Mélenchon et autres, on peut faire une sixième République. On n'a pas besoin de revenir à la quatrième République qui aurait ses qualités et ses défauts. Mais juste, je voudrais vous poser une question. Vous avez parlé, c'est intéressant parce que revenons là-dessus. Vous avez dit le problème, c'est qu'il y a eu une erreur de casting et qui a joué de façon énorme. Quelle erreur de casting pour vous? Quelle a été l'erreur de L'erreur de casting? casting, si vous voulez, en définitive, c'est ce front républicain aux dernières élections qui a fait que, voilà, on a assez logiquement, si on s'en tient au résultat du premier tour, on aurait dû avoir une majorité à peu près claire en définitive à l'Assemblée, mais voilà, une entente entre des partis qui avaient décidé de jouer ensemble pour les élections, tout en décidant de ne pas jouer ensemble ensuite, Ouais. une fois l'élection réalisée, a entraîné la situation actuelle où effectivement on a non pas deux, mais trois blocs. Alors que, si vous voulez, un système parlementaire ou un système démocratique, ce qui est très important, c'est de se dire on joue par rapport à la notion de majorité, c'est-à-dire Ouais, la bien sûr. moitié, Mhm. 50%. Lorsque on a, grâce à cette erreur de casting dont je parlais à l'instant, un système où on a trois blocs qui veulent pas bosser ensemble, ou qui y mettent des conditions, comme on voit en ce moment avec les espèces de petites jérémiades du Parti socialiste, etc., qui y Ouais. mettent des conditions impossibles et qui font que une partie d'un des blocs va se détacher. Et voilà. On arrive à rien, si vous voulez. Mhm. Euh, et donc, euh, vous avez cité très gentiment tout à l'heure le bouquin que j'avais fait avec Christophe Boutin sur le référendum. Ouais. Voilà. Le référendum, l'intérêt du référendum, c'est que ça permet de sortir aussi de ça et d'avoir une majorité effectivement claire qui est pour ou qui est contre quelque chose. Euh, les modes de scrutin, c'est aussi quelque chose de très important. Et en définitive, réflexion faite, je me dis que, euh, vous savez, il y a trois grands modes de scrutin. Il y a le mode de scrutin majoritaire à un tour, Ouais. euh, le scrutin proportionnel et le scrutin majoritaire à deux tours, celui que nous avons. Ouais. Voilà. On a, au fond, Ben, avec on a le pire, non? On n'a pas le pire avec la on a majorité le à deux pire. tours. On a le On a le pire, pire, c'est-à-dire ouais. on a celui dans lequel il peut y avoir une espèce d'entente un peu Tout sournoise à fait. entre les partis politiques Entre les deux entre les tours. deux tours, Vous qui pouvez fait que parler de magouille, cher Frédéric Ruvillois. Vous pouvez parler de bon, je ne magouille, on voudrais l'a pas vu, hein. utiliser ce terme-là, mais effectivement, le terme pourrait venir à l'esprit de quelques personnes bien intentionnées. Mais voilà, ce système majoritaire à deux tours fait que on a obtenu ce qui était au fond inconcevable pour les créateurs de la Ve République et notamment pour le général de Gaulle, Ouais. c'est-à-dire un système dans lequel rien ne peut marcher parce que aucune majorité claire et stable peut se dégager, ni pour Ouais. ni contre. Ni contre. Oui, mais alors justement, on est dans une impasse, on le voit, tout le monde le voit, etc. Et cette impasse perdure, hein, je veux dire, perdure jusqu'en 2027 en principe. On ne sait pas ce que Emmanuel Macron fera, mais ça, on ne va pas spéculer là-dessus. Simplement, quand on est dans une impasse pareille, vous dites très bien, effectivement, le scrutin majoritaire à deux tours permet, je dis, toutes les manœuvres, et on l'a vu. Et on l'a vu de façon très précise pour les élections législatives. En attendant, il y a vraiment un blocage terrible. Il y a surtout, on voit ce qui se passe en ce moment, quand vous avez quand même un gouvernement épée de Damoclès, censure ou pas censure, et je te donne la Sénée, tu me rendras la rhubarbe, moi je vais te soigner un tout petit peu pour que tu m'en reverses pas, et les gens qui veulent absolument qu'ils ne veulent pas de la dissolution parce qu'ils veulent garder leur précaré et leur fonds de commerce et peut-être leur salaire, je ne sais pas. Et vous savez, une situation, quand même, Frédéric Rouvillois, bloquée, mais vraiment au sens le plus total du terme. On fait quoi, là?
Je veux dire, ça peut encore durer, d'ailleurs sans gouvernement, ça peut durer, le gouvernement là, on lui peut se faire renverser, enfin, voilà. Et il y a la dissolution d'un côté, et il y a la démission de l'autre, enfin on envisage tout, destitution, démission, dissolution, tout est lancé comme ça, comme des confettis, mais résultat des courses, quid du pays? Écoutez, si vous voulez, il y a deux dimensions ici. Il y a la dimension juridique et la dimension psychologique. Ouais. La dimension juridique, au fond, elle offre plusieurs solutions relativement claires, hein, notamment, effectivement, et je dirais presque que ce serait la moindre des choses, effectivement, d'appuyer sur le bouton de l'article 12 de la Constitution et donc de procéder à une nouvelle dissolution de l'Assemblée pour laisser aux Français, effectivement. Vous seriez, vous, pour ça, aujourd'hui? Vous seriez pour cela, vous, Frédéric Villois? Aujourd'hui, je dis ça, c'est pas une question de préférence personnelle, mais est-ce que la dissolution n'est pas l'arme la plus utile, peut-être, aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut pas en avoir peur. L'une des grandes innovations de la Ve République, c'est justement que la dissolution, qui était considérée comme une chose absolument monstrueuse et intouchable pendant toute la Troisième et toute la Quatrième République, est devenue un outil comme un autre, un outil qu'on peut utiliser. Alors c'est comme tous les outils, hein, il faut les utiliser, et comme la tronçonneuse que vous exhibiez tout à l'heure. Hein, si on l'utilise effectivement pour couper des pâquerettes ou pour se raser le matin, c'est pas terrible, quoi. On a c'est assez douloureux comme sensation et ça va pas. En revanche, si on l'utilise pour couper un arbre, ça fonctionne. Voilà. Donc, si vous voulez, l'une des grandes avancées, si j'ose dire, de la Ve République, et c'est la Constitution 58, c'est ça. C'est que la dissolution permet de remettre les choses à zéro et de redire au peuple souverain, bon, voilà. Objectivement, vous avez fait un mauvais choix, j'allais dire un mot plus grossier, oui, j'aime bien. Aux précédentes élections. Ouais. Maintenant, vous avez vu comment ça fonctionne, vous en tirez les conséquences et voilà, vous donnez une véritable majorité effectivement à l'Assemblée. Ça, on est toujours sur le plan juridique. Hein. Donc le premier point, c'est effectivement ça. Voilà. Et la deuxième hypothèse, c'est effectivement, non pas une destitution, parce que c'est une absurdité, et ça ne pourra jamais marcher, et ça n'a jamais marché en France ni aux États-Unis, qui a été le modèle de ce point de vue-là. Une démission, peut-être. Mais une démission, oui, effectivement. Voilà, à certains égards, il y a une dimension un peu gaullienne, même je sais bien que mes amis gaullistes vont hurler, mais il y a une dimension un peu gaullienne chez Macron. Je pense que ces petites dimensions gaulliennes qu'il y a chez lui pourraient effectivement le pousser se dire, bon, voilà. Selon le général de Gaulle, vous savez, le président de la République, lorsqu'il n'a pas plus la confiance des Français, doit partir. Cette disparition de la confiance, elle peut se manifester de différentes manières, hein, notamment après un référendum raté, comme a fait le général de Gaulle en 69, ou d'autres manières. Bon, voilà. Je pense que Macron, effectivement, s'il était fidèle à cette logique-là et à ce principe-là, qui est l'un des principes fondamentaux de la Ve République, eh bien, pourrait effectivement dire, bon, voilà, j'arrête, je pars. Maintenant, il y a, comme je vous disais, l'autre dimension, la dimension psychologique. Et juste pour terminer avec le juridique, vous avez dit donc dissolution possible, démission. Enfin voilà. Est-ce qu'il y a un troisième volet du juridique avant de parler du psychologique? Non, écoutez, c'est un petit peu les deux seules solutions. Alors on peut aussi ne pas dissoudre et essayer de continuer vaille que vaille comme ça, mais je ne sais pas combien de temps le pauvre Monsieur Le Cornu va pouvoir rester en place. Se pose ensuite la question effectivement de la loi du vote de la loi de finances. Est-ce qu'on va le budget, pour la toute première fois est-ce qu'on va pour la toute première fois utiliser les ordonnances de l'article 47 qui jusqu'alors n'avaient pas été utilisées? Est-ce que vous pouvez un peu rehausser votre caméra, s'il vous plaît, cher Frédéric. Voilà, c'est parfait. Bon. J'ai un de mes amis et collègues qui disait que dans une situation comme ça, l'une des solutions, c'est pourquoi pas l'article 16.
C'est les pleins pouvoirs du Eh président oui, de la République. ouais. Si Il peut effectivement on l'utiliser, n'arrive ça. pas, Ouais. si on n'arrive pas à voter une loi de finances, ben, il faut quand même sortir de l'impasse. Et Ouais. l'un des moyens de sortir de l'impasse, c'est effectivement les pleins pouvoirs au chef de l'État qui, effectivement, dans ces cas-là, prend les solutions exigées par les circonstances. Oui. Et bon, voilà, Oui, là, c'est sur ce intéressant point-là, de rappeler ça, quand même, parce c'est que lui, c'est lui qui décide. C'est c'est lui qui ça. décide si il va utiliser cette arme ultime Ouais. ou pas. C'est à lui de prendre ensuite les mesures qu'il juge nécessaires dans ce sens-là. Et voilà. Donc, on a encore à l'arrière-plan cette arme-là, qui effectivement, pour l'instant, n'a été dégainée qu'une seule fois, il y a très longtemps, en 61, mais Au qui, moment de en pleine guerre d'Algérie, oui, c'est en ça. pleine guerre Ouais, d'Algérie, ouais, ouais, à la suite du putsch des généraux à ouais. Alger, mais qui pourrait parfaitement, au fond, l'être, même si, là encore, j'ai beaucoup de collègues qui grimacent probablement en m'écoutant, mais voilà, Non, ouais, ouais. c'est un... si vous voulez, D'accord. une constitution, voilà, c'est une cabane à outils, hein, Ouais, les outils, il faut les utiliser quand ils sont indispensables et quand on n'a pas d'autre choix, hein. Et un tout à procès, fait. c'est un outil comme un autre. Et Voilà. alors, la dimension psychologique, maintenant, qui n'est pas mince. La dimension psychologique, c'est qu'effectivement, euh, Macron sait très bien que d'abord Macron n'a pas envie de partir, hein, il n'a pas envie Ça nous de paraît jouer au assez milieu de évident, l'autre. oui, oui. Et d'autre part, il sait bien que s'il dissout l'Assemblée, Hmm. ensuite il n'y a plus de solution. Si ça marche pas, si Ouais, effectivement ouais, on retombe dans le même problème ouais. qu'auparavant, Même schéma, ouais. euh, ça, si effectivement il n'y a pas une solution, s'il n'y a pas une majorité assez claire qui se dégage après les élections, bah, il est un peu foutu, d'autant plus qu'effectivement il faut qu'il attende un an Tout à à fait, bien nouveau sûr, pour procéder à une nouvelle dissolution. bien sûr. Et donc, voilà, enfin, on va ressembler à la République bananière du général Tapioca, hein, Tout à fait. si Mais c'est effectivement difficile, ça, oui, c'est on a une difficile. dissolution et qu'on n'a pas Ouais. qu'on n'a pas de majorité claire. Voilà. Et donc la psychologie ici, c'est la psychologie d'une part effectivement du président de la République, bah, qui est un petit peu tortueuse et incertaine, hein, on ne sait pas Ouais. très bien ce qu'il pense et d'autre part la psychologie d'une bonne partie des députés qui bah, n'ont pas très envie, pour beaucoup d'entre eux, de se représenter devant leurs électeurs avec ce que ça comporte en termes de coûts, en termes de risques. Hein, Bien voilà. sûr. Oui, Très mais bien alors, qu'ils viennent perdre leur joli fauteuil. et Frédéric Ouvillois, il y a quand même un troisième acteur qui n'est pas mince, surtout ce plan psychologique, c'est les Français. On sait, je ne parle même pas des sondages. Regardez la dimension de ras-le-bol, de rejet, pas seulement de Macron, mais du système politique. Tous les sondages le disent. L'attractivité des politiques pour les Français en a pris un coup abyssal. Et puis tout le reste, c'est-à-dire que la situation politique, économique, sécuritaire, internationale, hein, on peut en parler, par rapport aux gesticulations. Il y a quand même, voilà, il y a quand même les Français aussi. Vous disiez Bien sûr. effectivement Macron, il fait les députés, et puis les Français. Et les Français, qu'est-ce qu'on fait? Parce que psychologiquement, ça devient de plus en plus, allez, je dirais, tendu quelque part. Ben, vous m'aviez invité très gentiment il y a quelques années à propos de ce petit livre sur le référendum qu'on avait fait avec Oui, Christophe Boutin. Ben, voilà l'une des solutions peut-être, c'est de faire à nouveau confiance à ce peuple que l'on prétend être souverain, mais qui, voilà, un souverain qui est bâillonné, c'est pas un souverain. Hein, exactement. il y avait une image qui était très, très forte, qui avait été imaginée entre les deux guerres par un homme politique qui dont De Gaulle s'est beaucoup inspiré, qui s'appelle André Tardieu, qui Oui, parlait du souverain captif. Le souverain captif, alors c'est un oxymore, hein, le oui, souverain c'est joli. qui Oui, peut tout, qui est totalement libre de faire ce qu'il veut. ouais, Sauf que bah, celui-ci, on lui donne pas la parole, donc on lui donne pas la possibilité ouais. de vouloir, de décider, Hmm. de reprendre en main son destin. Là encore, c'était une des avancées, hein, je pense, de la Ve République, hein, contrairement, là encore, aux républiques précédentes, c'est-à-dire avoir un référendum qui est, au fond, facile à utiliser et qui permet en permanence, finalement, au monde politique et notamment au chef de l'État, mais pas seulement, de se ressourcer, finalement, dans la Tout à démocratie fait. directe.
de retrouver un petit peu, vous savez, c'est le hanté, le personnage de la mythologie qui va se mettre sur la terre pour Il va se retrouver ses forces, ressourcer, effectivement. ressourcer, se renforcer. Ben voilà, notre monde politique, notre classe politique, elle le fait pas, et c'est pour ça, très probablement, que effectivement les Français la supportent de moins en moins et la considèrent comme de moins en moins légitime au fond. Hein. Lorsqu'on attend plus de 20 ans, puisque ça fait 20 ans hein, quand même que le dernier Ça référendum fait, a eu oui, lieu, 20 ans, il y a plus de absolument. 20 ans, puisque c'était au mois de mai 2005, ben, ça montre qu'on joue pas le jeu, qu'on n'est pas, Non, qu'on n'est pas. non seulement ça, Frédéric Voulier, et vous le savez mieux que personne, c'est non seulement on n'a pas tenu compte des résultats du référendum sur la Constitution européenne, mais on s'est assis dessus avec le traité de Lisbonne. On Et s'est ça, tout le monde complètement, le sait. on s'est complètement assis Ouais. dessus avec le traité de Lisbonne de 2007, en poursuivant ensuite une politique qui était clairement désavouée par une grande majorité des Français. Et puis surtout, enfin, je veux dire, le pire en l'occurrence, c'est le fait que voilà, la classe politique a reçu une gifle telle en 2005 Mm. parce que voilà, les Français étaient contre le Tout à traité fait. sur la Constitution Et européenne, le oui mais par contre, l'emportait la dans les classe politique médias était pour. partout, dans la classe politique partout. Tout le monde disait le oui. Vous allez voter oui, sinon Bien vous êtes sûr. des crétins. Voilà. C'est ça. Ouais. Et donc, la classe politique a été humiliée par ce résultat, ces résultats de 2005. Et bah, on a le sentiment que elle a plus du tout envie de subir ce genre de choses-là. Et si elle peut oublier le référendum ou le Oui. mettre de côté, ou Ouais, alors ouais. une des choses les plus scandaleuses, à mon sens, et vous serez sans doute d'accord avec moi, André, c'est le fait que, voilà, on a décidé de ne plus utiliser le référendum, et en même temps, on prétend en permanence que ça va être pour très bientôt. Oui. Ne vous en faites pas, le référendum, ça va On y très pense, on vite y être pense. Oui. utilisé. Ouais. On en parle et on le fait jamais. Ouais. C'est effectivement, c'est une des. D'ailleurs, Macron lui-même et puis beaucoup d'autres. Bien Oui, sûr, oui, oui. on va faire le référendum, bien sûr, mais on va voir pourquoi et pour qui. Enfin, c'est une hypocrisie absolue, une tartufferie Absolu, absolu, totale. Ouais, et alors là, pour le coup, catastrophique. ouais. Je veux dire, là encore, c'est pas problème de casting, parce que c'est le régime et la Constitution, elle nous dit, bah voilà, il y a le mécanisme du référendum, il faut l'utiliser, et l'utiliser, si possible, fréquemment. Hein, Mais c'est pas. en plus, c'est pas à vous que je dirais ça, Frédéric Vouillevin, mais il faut rappeler, à l'article 3 de la Constitution, le référendum est mis sur le même plan que la démocratie représentative. Bien Le sûr, c'est peuple ça, oui. exerce son pouvoir à travers Euh, ses représentants et le référendum s'est mis au même plan. Au même plan, c'est ça. Il y a deux moyens pour le peuple de s'exprimer. Il y a, en tant que souverain, il y a Ouais, d'une part l'expression indirecte qui consiste à élire des représentants, ouais. et d'autre part l'expression directe qui consiste à répondre directement à une question qui lui est posée, ce qui, effectivement, a pour immense avantage, et on parlait tout à l'heure, effectivement, des problèmes de majorité au sein des assemblées, qui a pour immense avantage que bah, les choses sont claires, parce que, en Bien toute sûr. hypothèse, il va y avoir une majorité pour une solution ou pour une réponse et pas pour l'autre. Voilà. Voilà. Il est clair qu'il n'y aura pas il y aura pas d'incertitude, il n'y aura pas Mhm. de. Et On la ne sait règle pas de la ce qui sera. majorité s'appliquera, enfin. La règle de la majorité s'appliquera Ouais. de manière parfois un peu cruelle ou un peu. Mhm. Mais comme en 2005, mais c'est comme ça, le peuple l'a voulu. Si effectivement on est dans une démocratie, c'est-à-dire dans un système où théoriquement ce peuple est souverain, eh bien il faut respecter sa volonté et surtout il faut lui poser la question assez fréquemment pour que ça ne tourne pas à la palinodie et au grand guignol, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Oui, alors justement, et cette palinodie, je voudrais un peu qu'on termine là-dessus, Frédéric Ouvillois, parce que franchement, sans jouer les Cassandres et sans les prophètes de mauvais augure, est-ce que ces palinodies, etc., auxquelles on assiste aujourd'hui, est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers des affrontements? Je ne dis pas du tout guerre civile, je ne dis pas révolution, etc. N'employons pas, non pas les gros mots, mais enfin des mots quand même durs. Est-ce que quand même, si à faute d'avoir ce dialogue démocratique, faute d'avoir un référendum, faute d'avoir une dissolution, faute de ceci ou de cela, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une réponse du peuple ou des peuples qui sera plus violente qu'on ne pourrait le penser?
Écoutez, effectivement, on ne peut pas jouer les Cassandres, mais moi, que je trouve très intéressant, c'est à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais la multiplication de romans qui nous décrivent cette situation-là. Ouais, Euh, Vous avez, je crois que vous avez reçu Céline Kléber pour son roman tout à euh, fait. 12 Ça, France. oui. Il y a un autre roman qui vient de sortir d'un d'un essayiste et d'un intellectuel qui s'appelle Maxime Tandonnet, Oui, oui, je vois que vous qui avez c'est, oui, bien reçu, je sûr. crois, Ouais, qui ouais. s'appelle Le mystère de l'ordre moral, que je viens de relire, avec une préface d'Arnaud Tessier, aux éditions de Flore, qui décrit exactement ça. C'est-à-dire, dans les années 2050, un Mhm. président progressiste, qui ressemble comme deux gouttes d'eau d'ailleurs à Emmanuel Macron, qui, au fond, à force au nom du progressisme, donc, à force de tromper les gens, fait que Mhm. bah, effectivement, il y a des élections qui ont lieu régulièrement, sauf qu'il n'y a plus que 15 ou 18% des gens qui votent. Ouais. Euh, euh, que au fond tout le monde se désintéresse de ça, ce qui provoque une espèce des tensions qui peuvent se traduire soit par une espèce d'extrême individualisme, donc un repli sur soi et sur sa communauté ou sur son, soit par des explosions de violence. Et c'est comme ça que le régime du président Pitrono, c'est le nom du président dans ce très amusant roman que je vous conseille, que je vous suggère de Ah ben regarder. écoutez, je vais le Voilà. regarder, bien sûr, je vais le lire. Mais Oui, je vous rappelle un autre, si vous ne l'avez pas lu, c'est les romans, il en a écrit trois, une trilogie de Laurent Oberton sur Guérilla. Guérilla qui est très oui, tout intéressant. à fait, Alors lui, vous voyez, absolument, il tout à parle fait. des banlieues, il parle de tout ça, mais Oui, oui, c'est oui. un livre Mais très, voilà. très Et donc, si vous révélateur. voulez, Voilà. en fait, si je vous parle de ça, c'est parce que très souvent, la littérature a un côté un peu prophétique, si vous voulez. Bien sûr, Euh, bien sûr. euh, c'est pas pour rien. Prémonitoire, Il y a oui, des tout à fait. romanciers qui se disent, bon, je vais parler de ça. Ouais. Surtout des romanciers qui connaissent très bien la question. Je sais pas, c'est le cas de Berton, mais c'est le cas également de Céline Kléber, qui est un très haut Ouais. fonctionnaire Ouais. en poste. Et c'est le cas de Maxime Tandonnet, qui avait été notamment le conseiller immigration de Nicolas Sarkozy entre Tout à fait. 2007 et 2012. Ouais. Donc, c'est des gens qui connaissent exactement la machine et qui Ouais. savent que cette machine, eh ben, si on pousse trop le moteur, on risque vraiment de dérégler les choses et de la faire rentrer dans le mur. Et voilà, donc il faut faire confiance à la littérature pour nous dire ce qui, malheureusement, euh, D'accord. pourrait arriver. Non, parce que si vous voulez, on reçoit, pourquoi je vous ai posé cette question, Frédéric Willouat, c'est qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de mails, beaucoup de téléphones, beaucoup de coups de fil, etc., de gens qui sont vraiment inquiets, Bien sûr. qui se disent, oui, mais vous savez, ils ne savent plus, certains ne savent plus où ils habitent, et surtout, ils ne savent plus où nous allons. Ils disent, oui, on voit qu'on y va, va vers quoi, vers où, on ne sait pas, mais on y va. Et cette inquiétude est quand même très forte par rapport à il y a encore, allez, 20 ou 30 ans, si vous voulez. Ah oui, oui. Et puis évidemment, si vous voulez, on parle de guerre froide, guerre chaude. Si vous voulez, on pourrait imaginer de parler de guerre civile froide, de guerre civile chaude, hein. Ouais, La guerre civile ouais, chaude, c'est quand effectivement les gens sont dans la rue et finissent non seulement par se taper dessus, mais par se tirer dessus, hein. tout à Voilà. fait. Et puis il y a une guerre civile froide qui est finalement cette espèce de dislocation en quelque sorte de la société. Dans lesquels les gens n'ont plus le sentiment d'appartenir finalement à un groupe réellement cohérent qui leur impose, qui leur accorde des droits, mais qui leur demande également un certain nombre de choses, hein, qui impliquent aussi des devoirs. Euh, voilà, c'est cette guerre civile froide qui est en train de, me semble-t-il, effectivement, de gagner du terrain. C'est clair. Mais voilà, comme très souvent, ben, la guerre froide, ça risque de précéder la guerre chaude. Oui, c'est hélas, une des perspectives qui est là. On espère qu'elle ne sera pas là. Mais vous voyez, on est loin, en tout cas, de la politesse et politique, hein, votre plus récent ouvrage. Enfin, on est loin et près parce que justement dans mon livre, je parle exactement de ça en expliquant que au fond, la politesse précisément, c'est un moyen entre guillemets de faire société et un moyen d'éviter la violence. Donc Ouais. c'est exactement le sujet en fait qui est le nôtre à l'heure actuelle, Ouais. avec effectivement cette question de la décivilisation, hein. Vous vous rappelez, c'est un mot qui a été un petit peu à la mode il y a 2 ou 3 ans, mais qui au fond est
extrêmement révélateur et significatif de ce qui peut nous pendre malheureusement au nez. Oui, mais alors Frédéric Villebois, on pourrait dire, vous savez, vous connaissez évidemment l'adage « trop poli pour être honnête ». Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en présence de trop malhonnête pour être poli? Oui, on pourrait dire ça. Mais voilà, moi, sur un plan un tout petit peu plus sérieux, mais un petit peu, voilà, ce que j'essaie de développer, l'idée que j'essaie de développer dans ce livre, c'est le rapport entre politesse et politique. Voilà, ce sont deux mots qui se ressemblent beaucoup et qui, en réalité, sont indissociables l'un de l'autre. Il n'y a pas de politesse s'il n'y a pas une politique, donc une cité assez cohérente pour que les gens acceptent ce type de code. Et il n'y a plus de politique si les gens nient et renoncent à la politesse, parce que à ce moment-là, effectivement, la guerre civile froide, puis la guerre civile chaude sont vraiment à l'ordre du jour. C'était hélas à cela que nous assistons, et je crois que vous avez tout à fait raison. Effectivement, il faut politesse retrouver, et surtout, il faut raison garder, ce qui est loin d'être le cas. Merci Frédéric Rouvillois. André, nous avons quelques questions du chat pour notre invité s'il a le temps. Est-ce que vous avez le temps, monsieur Rouvillois? Oui, alors on a quelques questions. Il y a une question un petit peu taquine, j'allais dire. À quoi servent les élections, si ce n'est à légitimer un système? À légitimer un système. Non, enfin, si vous voulez, elles servent certes à légitimer un système, mais elles servent surtout dans un système représentatif comme le nôtre à trouver des gens qui vont occuper des postes et qui vont prendre des décisions. Je veux dire, la base, c'est ça. Hein. Il faut effectivement des gens qui dirigent le pays, qui fassent des lois. Voilà, les élections. Et pour désigner ces gens-là, il y a plusieurs types de méthodes. Hein. On pourrait imaginer un tirage au sort, comme c'était le cas, par exemple, dans la Grèce antique. Hein, au fond, intéressant d'ailleurs. D'ailleurs, à certains égards, c'était. Voilà, on pourrait tirer au sort les gens qui seraient amenés à faire ceci et cela. C'est un petit peu d'ailleurs ce qui existe, vous savez, avec les systèmes des conventions citoyennes et de la démocratie participative. Bon, sauf que c'est un tirage au sort qui est truqué dans ces cas-là, mais voilà, c'est une. Mais voilà, donc pour ce qui est de l'élection, alors pour le chef de l'État, il y a une autre solution qui est, moi personnellement, que je trouve préférable, qui serait un système héréditaire. Mais, vous êtes pour la monarchie? Intéressant. Vous êtes monarchiste, très bien. Mais bon, voilà, tant que la chose n'est pas établie, bon, voilà, l'élection, c'est le substitut à aux autres. Autre question. Comme Macron, a priori, ne va pas partir et n'a pas l'air de vouloir dissoudre, est-ce que la destitution pourrait être une piste? Non. Voilà, réponse rapide. Non. Elle n'est pas une piste dans la mesure où les conditions établies par la Constitution, l'article 68, sont tellement exigeantes que en aucun cas on ne pourra y parvenir. Si vous voulez, il faut se rappeler que alors, les termes ont un peu changé, mais c'est la même idée. À l'origine, donc en 58, hein, lorsqu'on établit la Constitution, le principe, la possibilité d'une destitution est conditionnée à la commission par le fait de commettre, le fait que le président de la République aurait commis ce qu'on appelle à l'époque un acte de haute trahison. Haute trahison. Et moi, je trouve que le terme a été changé. On a un terme qui est moins tragique, mais si vous voulez, ce terme de haute trahison nous montre bien le niveau de gravité, effectivement, de ce qu'on peut reprocher au chef de l'État. Et c'est pour cette raison que y a des exigences en termes de majorité dans la mission d'accusation, puis dans le jugement du chef de l'État, qui sont telles que voilà, il est inconcevable qu'on puisse un jour y arriver. Donc parler de destitution, c'est sympa parce que ça fait un peu chic, etc. Mais je veux dire, c'est un. Ça fait un peu prise de la Bastille, hein, ça fait un peu 89, c'est ça. Oui, ça fait un peu 89. Ça fait régicide, ça fait régicide. Carrément descendre tout de suite dans la rue avec des pics et des bonnets phrygiens pour essayer d'aller. Mais la destitution de l'article 68, elle n'est pas utilisable. Alors, nous avons encore deux questions. Allez. Alors la première, c'est. Vous avez parlé tout à l'heure d'erreur de casting, mais quelqu'un a posé dans le chat, est-ce que c'est une erreur de casting ou est-ce que la Constitution empêche d'avoir mieux que cette erreur de casting à l'heure actuelle? Bonne question.
Non, la Constitution, elle dit rien, si vous voulez. Le problème, c'est que la Constitution autorise effectivement, avec la Constitution et les lois électorales, autorise cette erreur de casting, effectivement, avec le scrutin majoritaire à 2 tours et avec la possibilité, effectivement, de magouille, comme disait André tout à l'heure, entre les 2 tours, qui vont permettre, effectivement, enfin, qui ont permis, en l'occurrence, d'éviter que le RN n'ait une majorité absolue, quasi absolue à l'Assemblée à l'issue du 2e tour, mais une magouille au fond très insatisfaisante dans la mesure où effectivement ceux qui se mettent d'accord pour l'élection ne sont pas ensuite d'accord pour gouverner ensemble. Voilà. S'ils s'étaient mis d'accord pour gouverner ensemble, s'il y avait eu un pacte de gouvernement, pourquoi pas, à la limite. Et à ce moment-là, effectivement, mais à ce moment, on n'aurait pas les problèmes qu'on a à l'heure actuelle. La Constitution permet l'erreur de casting, mais ce sont les hommes qui les font, l'erreur de casting. Et voilà, exactement. Et nous avons une dernière question, du coup, c'était si Macron dissout l'Assemblée nationale avant l'élection présidentielle, est-ce que le nouveau président en 2027 pourra de nouveau dissoudre l'Assemblée nationale ou devra se satisfaire du résultat précédent? Il faut, d'après le texte de la Constitution, il faut 1 an, effectivement, entre la dernière élection, le résultat des élections, donc les nouvelles élections législatives et une nouvelle dissolution. Donc voilà, si le nouveau président, si les élections législatives ont eu lieu moins d'1 an avant, eh bien, ne pourra pas dissoudre. Mais, voilà. Mais il pourrait dissoudre au bout d'1 an après la dernière élection. Voilà, c'est ça. Avant 1 an après l'élection législative, c'est ça. C'est ça, oui, exactement. Merci, monsieur le constitutionnaliste en chef. Merci Frédéric Rouvillois. À bientôt.